l'Université McGill et je suis une des co-directeurs du RISC, donc le réseau intersectoriel sur les inondations du Québec, le RISC. Alors, le RISC, comme indiqué par le nom, concerne beaucoup les inondations au Québec et de toutes les natures, en termes de la gestion des territoires, en termes de santé mentale, et, etc., etc. Alors, le RISC comprend plus que 120 chercheurs des 16 universités du Québec et offre des bourses et des subventions, des petites subventions pour la recherche. En ce moment, la seule opportunité qui est disponible, c'est un concours pour des bourses pour les étudiants et pour les stages. On peut voir ça sur le site web du RISC, qui est riisq.ca. Et il faut faire ça vite parce que le date limite, c'est lundi, le 1er février à midi. Alors, si ça vous intéresse, il faut faire ça vite. Alors, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au séminaire du RISC aujourd'hui. C'est un webinaire qui va traiter la problématique des perturbateurs endocriniens et ils feront la présentation du CIAP. Donc, c'est le Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens. Donc, les présentateurs vont parler de sa mission et des axes de recherche. Mais il fera aussi la présentation de quelques études marquantes concernant les perturbateurs endocriniens avec une attention portée à la problématique des inondations. Alors, nous avons deux présentatrices aujourd'hui. Valérie Langlois est professeure chercheuse à l'INRS et titulaire de la chaire de recherche du Canada en écotoxicogénomique et perturbations endocriniennes depuis 2015. Et elle est directrice et fondatrice du Centre intersectoriel dont on vient de parler. Son équipe de recherche se consacre à l'étude des contaminants qui sont présents dans l'environnement et qui altèrent la santé de la faune, tels que les poissons et les grenouilles. Ensuite, Isabelle Plante est professeure-chercheur et co-directrice et co-fondatrice du centre en question. Elle s'intéresse aux liens entre les polluants environnementaux et le cancer, et elle fait ça depuis plus de 20 ans. Son équipe essaie de déterminer si une exposition à certains perturbateurs endocriniens peut interférer avec le développement normal des glandes mammaires et ainsi augmenter les risques de cancer du sein. Alors, il faut dire que la présentation en ce moment est enregistrée pour que vous soyez au courant de ça. Si au cours de la présentation, vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. À la fin des deux présentations, il y aura une période de questions. Je vais m'occuper des questions dans le chat et il y aura aussi la possibilité de lever la main pour qu'on vous choisisse pour poser une question. Alors, sans plus d'introduction, j'invite Valérie et Isabelle de faire leur présentation. Merci beaucoup, Madame King. Juste pour préciser, c'est moi qui vais donner la présentation aujourd'hui. Par contre, ma collègue Isabelle va se faire plaisir avec moi de répondre à vos questions à la suite de cette présentation-là. Question de ne pas perdre trop de temps. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Et puis, pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, bonjour. Comme Madame King l'a dit, je m'appelle Valérie Langlois. Je suis la directrice du tout nouveau Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens, le CIAP. Et comme l'introduction vous l'a dit, je suis spécialisée en écotoxicogénomique. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? Eh bien, j'essaie de comprendre les effets des contaminants qu'on retrouve dans l'environnement sur la santé des animaux sauvages. Et puis,
telle que Mme King vous l'a présentée. Isabelle Plante est la co-directrice du SIAP et elle s'intéresse à trouver le lien qui se produit entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et le cancer du sein. Bon, un instant, je vais trouver mes bons pitons et on va pouvoir commencer. Et voilà. Donc, avant de vous présenter la mission et les différentes activités du SIAP, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce que sont les perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qui sont généralement développées par nous, les humains, qui peuvent influencer le système endocrinien des animaux, mais aussi celui de l'humain. Les perturbateurs endocriniens ils peuvent ainsi affecter toute la santé globale. Même dans certains cas, peut affecter la santé de la progéniture des animaux. Des effets comme ça transgénérationnels, donc ça veut dire de passer d'une génération à l'autre, qui ont aussi été observés chez l'humain. J'essaie de repartir mon petite animation. Il y a plusieurs perturbateurs endocriniens qui existent, donc des produits pharmaceutiques, des produits d'entretien ménager, des agents plastifiants, des pesticides et plusieurs autres contaminants environnementaux. Ici, on voit une cellule en beige et en bleu, on voit une hormone se liant à son récepteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réponse cellulaire classique ou normale. Je vais repartir ma petite vidéo, là, ça va très vite, ces animations-là. Les perturbateurs endocriniens, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est agir sur de différentes façons. Par exemple, elles peuvent se lier aux récepteurs hormonaux qu'on voit ici en rouge. Cette liaison peut, après ça, dès lors, altérer la signalisation classique de la cellule. Donc, les perturbateurs endocriniens peuvent bloquer ou peuvent induire la fonction biologique, des fonctions biologiques qui sont non désirées dans le corps. Par exemple, nous savons qu'il y a des pesticides, des herbicides qui vont affecter les hormones des animaux. Des herbicides peuvent, par exemple, affecter l'axe des estrogènes. On appelle ça aussi l'hormone considérée femelle. Et puis aussi l'axe des androgènes ou les hormones considérées mâles. Et ainsi affecter la différenciation sexuelle chez certaines espèces animales. Le plus intéressant, c'est que ça se passe aussi à de très basses concentrations. Selon plusieurs études, dont la mienne qui est présentée ici à l'écran, ont confirmé que l'atrazine, qui est un herbicide qu'on utilise en agriculture du maïs et du soya, par exemple, peut féminiser les amphibiens ou les grenouilles mâles. Sur le graphique qu'on voit ici, est-ce que vous voyez mon pointeur? Je n'ai pas testé. Est-ce que quelqu'un peut me répondre si vous voyez mon pointeur? OK, merci beaucoup. Bon, alors sur le graphique qu'on voit ici, on peut voir qu'à de très faibles concentrations, là, bon, on a des tout petits chiffres, là, mais ici, c'est 1,8 microgrammes par litre, qui est en fait la limite permise de l'atrazine dans l'environnement aquatique au Canada. Okay, fait qu'on est à la limite où ce qu'on le permet. Et puis nous, ce qu'on voit dans nos travaux, c'est qu'on voit une féminisation, une augmentation du nombre de femelles qui sont traitées à cette concentration-là. Bon, ici, dans ce cas de cette étude-là, la grenouille dont on parle, c'est la grenouille léopard qu'on retrouve aussi ici au Québec. De plus, l'atrazine a été aussi démontrée pour affecter la métamorphose des grenouilles. Vous savez, la métamorphose, on a les têtards qui doivent sortir de l'eau avant la fin de l'été, fait qu'il faut se métamorphoser. On sait que l'atrazine aussi va interférer avec ce développement, là, cette cascade importante-là, pour passer à la métamorphose, parce que c'est aussi contrôlé par des hormones. Ici, je ne vous présente pas les résultats, mais c'est juste pour vous dire que l'atrazine a des effets de perturbations endocriniennes qui sont au-delà de seulement celles de l'estrogène. L'atrazine a aussi démontré des effets de perturbation chez toutes les classes de vertébrés, donc chez les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et même chez les mammifères. Une particularité des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils sont encore plus néfastes lors de fenêtres de sensibilité de l'organisme. Donc, ces fenêtres ils correspondent à des périodes importantes du développement. Par exemple, si on prend une femme, ses fenêtres à elle de sensibilité vont être le fœtus lorsqu'il est dans son utérus, le jeune bébé qui va se développer, lors de la puberté, avec l'arrivée de toutes nos hormones, et puis aussi lorsque la femme est enceinte. Et ensuite, bien, le cycle recommence. Fait que ces fenêtres de sensibilité-là, ils sont aussi similaires à travers les espèces animales.
Et la période de l'embryogenèse, qui est lorsque l'embryon se développe, reste la période la plus sensible pour être exposé aux perturbateurs endocriniens, entre autres. Chez les femmes, si on reste dans notre exemple, il y a de plus en plus d'études qui vont suggérer qu'une exposition aux perturbateurs endocriniens durant la vie périnatale, ça veut dire une fois quand l'embryon est dans l'utérus, ou même lors des premières années de vie, bien, ça va augmenter significativement le risque de ces jeunes filles-là de développer un cancer du sein. Donc, présentement, on a des membres du CIAP qui s'intéressent à mieux comprendre ce lien qui est fort important. Nous savons maintenant que la plupart des perturbateurs endocriniens n'agissent pas seulement sur le système endocrinien, mais ils ont aussi d'autres effets sur la santé. Ils peuvent affecter l'obésité, le métabolisme, le développement, les maladies cardiaques, puis d'autres maladies, même causer des malformations congénitales. Les perturbateurs endocriniens ils font partie là, du cocktail de contaminants là, auxquels les embryons des animaux, bon, on parle de poissons, de grenouilles, d'oiseaux, mais aussi des humains, comme on voit sur l'image ici, qui peuvent être exposés. Il y a plusieurs études qui suggèrent qu'il y a des maladies chroniques qu'on développe à l'âge adulte qui ont au moins partiellement une origine précoce au cours du développement. En fait, n'importe quel changement qui arrive dans l'environnement du fœtus pendant le développement de celui-ci peut influencer sa santé future. Okay? Donc, de plus, lorsqu'une femme est enceinte, okay, elle peut elle-même être exposée à être un contaminant, elle peut exposer son fœtus, mais également, parce que les contaminants peuvent passer à travers le placenta, mais elle peut également exposer les gamètes qui sont en formation dans l'utérus lui-même. Fait que comme ça, on est en train déjà d'exposer 3 générations en même temps. Le type de maladie qu'on fait référence ici, c'est des maladies chroniques de type des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité et les cancers. Donc, c'est quoi la contribution des perturbateurs endocriniens dans ces maladies-là? Eh bien, c'est une des questions de recherche que les membres du CIAP cherchent à comprendre. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que c'est possible qu'une contamination dans le ventre d'une mère pourrait avoir des conséquences sur la santé de son enfant, mais pas tout de suite, juste quand il va être vieux. Eh bien, c'est ça. Ça se passe dans la vie fœtale. Okay? Lors de la reprogrammation, ça se fait au niveau de l'ADN. Il y a différents mécanismes qui sont très importants, soit la méthylation de l'ADN, la modification des histones. Donc, il y a une série de mécanismes très précis qui doivent arriver. Et si on influence, on dérange ces modifications-là, eh bien, ça peut influencer aussi la fonction de nos organes et ce, tout le long de notre vie. Il a été démontré que certains contaminants, dont des perturbateurs endocriniens, qui vont affecter cette programmation-là initiale de l'ADN. Et parfois, ces effets-là, ces défauts de programmation ou de fabrication, bien, on peut les sentir, on peut voir les conséquences juste quelques années plus tard. Alors, voici un autre exemple de perturbateur endocrinien. On parle ici de retardateurs de flamme bromée. C'est des molécules qu'on utilise dans plusieurs objets de consommation. On parle ici, là, je vais passer à la prochaine, des divans, des meubles, des ordinateurs, les téléviseurs, des jouets, etc. Pourquoi qu'on en met partout? Bien, parce qu'ils ont on pourrait quasiment dire des propriétés magiques, mais malgré elles, parce qu'ils permettent de réduire la propagation des flammes ou le taux d'allumage, de diminuer les risques d'un incendie là, dans une maison, par exemple. Mais là, on en met vraiment dans plusieurs objets de consommation. Puis le problème avec elles, c'est que c'est des molécules qui ne sont pas fortement liées au matériel. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est la même chose qui se passe souvent avec les agents plastifiants. Là. Ils sont comme un peu de l'huile dans le cas des plastifiants. Donc, ils ne sont pas attachés aux meubles ou aux matériaux, fait qu'ils sont lousses en bon québécois, puis ils vont se libérer comme ça du matériel dans l'environnement, s'accumuler dans la poussière, par exemple. Ce qui arrive, c'est que plusieurs de ces congénères-là, de ces molécules-là, ben, ils sont des perturbateurs endocriniens. Certains d'entre elles sont très persistantes, puis ils peuvent aussi s'accumuler dans le corps. Les enfants, ils font partie de ceux qui sont les plus à risque de l'exposition
de ces retardateurs de flammes-là dans nos maisons. Et puis pourquoi? Bien, vous le savez bien, c'est eux autres qui sont le plus près du sol. Ils ont toujours les mains dans la bouche. Ils peuvent aussi avoir été exposés par la mère, soit quand ils étaient dans l'utérus, ou encore par le lait maternel et même le lait maternisé, qui peut être lui aussi contaminé. Vous allez me demander, bon, qu'est-ce qu'on en est avec ces retardateurs de flammes-là? Bien, l'utilisation, la vente, l'importation des PPDE, qu'on les appelle, là, commence à être restreinte en Europe, en Amérique du Nord. Puis il y a beaucoup de fabricants aussi qui les éliminent volontairement. Fait que voici une espèce d'image, de graphique des concentrations qu'on a des retardateurs de flammes avec les années ici en axe des Y, on voit les années. Fait qu'on voit que d'à peu près les années 2000 à 2010, on avait des plus hautes concentrations qui maintenant ont diminué. Sauf que même si ça a diminué ici, ces enfants-là qui ont vécu dans les maisons, maintenant ils ont 10 ans, ils ont 15 ans, ils ont 20 ans. Est-ce qu'ils vont devoir vivre avec des conséquences possibles à leur santé? Aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que maintenant, il n'y en a plus de celles-ci qu'ils n'existent plus dans le sens qu'ils ont été remplacées par d'autres molécules, dont certaines ont toujours les mêmes effets ou même des effets encore plus importants. Et puis, plusieurs de nos membres s'affairent présentement à chercher les effets de ces nouvelles substances de remplacement. Pourquoi qu'on s'intéresse aux perturbateurs endocriniens? Bien, parce que la méthode classique d'évaluation des contaminants de dose-réponse, ça ne fonctionne pas avec les perturbateurs endocriniens. Ici, on a un autre graphique, et puis ce qu'on peut voir, c'est que normalement, en toxicologie, en écotoxicologie, plus la dose augmente, plus le contaminant est toxique. Là, il y a un effet. Donc, souvent, on dit que c'est la dose qui fait le poison. Okay, sur le graphique, on peut voir ici que la dose ici qui a peu d'effets néfastes en rouge, ou ici, ça c'est la dose à laquelle on n'aurait pas d'efface, okay? On n'aurait pas d'effet néfaste. Donc, ça, c'est ce qu'on s'attend à voir dans un contexte d'évaluation d'un contaminant de dose-réponse. Par contre, le problème, je vois que les gens essaient de rentrer, alors je vais les admettre en même temps. Bon, bonjour. Alors, le problème, l'enjeu des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils fonctionnent presque à l'envers, parce que c'est à basse concentration qu'ils deviennent néfastes. Et oui, leur structure chimique leur permet de passer un peu pour des hormones naturelles, si on veut. Alors, le corps, il ne se protège pas, il n'essaie pas de se détoxiquer. Il croit que c'est des molécules naturelles. C'est ce qu'on appelle une réponse non monotonique ou un effet à faible dose. Bon, un instant. Donc, l'un des plus grands défis est de changer la façon dont la législation est élaborée lorsqu'il s'agit d'un perturbateur endocrinien. C'est important de s'assurer que cette législation-là soit basée sur les effets du perturbateur endocrinien et non sur des études de dose-réponse. Bon, maintenant, qu'est-ce que le Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens, le CIAP? Eh bien, nous sommes un groupe maintenant d'échelle internationale de chercheuses et de chercheurs qui s'intéressent, comme vous venez de le voir, à l'étude des perturbateurs endocriniens, mais aussi à la réglementation. On a reçu un financement de démarrage de l'INRS de 3 ans pour mettre en place le regroupement. Et maintenant, nous sommes dans des activités de démarchage pour pouvoir assurer la pénérité de notre regroupement. Alors, le CIAP réunit des chercheuses, des chercheurs de toutes les disciplines. Ce qu'on veut faire, c'est de mettre nos expertises en commun pour trouver des solutions pour qu'on puisse diminuer les risques à la santé des perturbateurs endocriniens pour les humains, les animaux, l'environnement en général, et aussi d'aider à améliorer les politiques et la réglementation qui les entourent. On est tout jeune, on vient juste de naître, comme on dit. On a commencé en novembre, donc ça fait 2-3 mois là, que le centre a vu le jour et on compte déjà plus de 120 membres de plusieurs pays, 8 pays et de 39 institutions jusqu'à maintenant. Alors, notre mission, c'est quoi notre mission? Eh bien, c'est une mission d'information et de service en recherche. On souhaite informer, assister, servir de ressources
au gouvernement, mais aussi aux organismes à but non lucratif et à l'industrie, mais aussi à la population québécoise et canadienne. On a plusieurs objectifs, je ne vais pas aller en détail, mais en général, on cherche à identifier, comme le titre de la présentation d'aujourd'hui le dit, identifier, reconnaître, quantifier et d'aider à gérer les perturbateurs endocriniens, et ce, tout en formant la relève de demain. Alors, le SIAP, c'est un regroupement intersectoriel, interdisciplinaire, qui regroupe des chercheuses et des chercheurs qui sont intéressés en santé environnementale et animale, en traitement de l'eau, en épidémiologie, en santé humaine, en chimie analytique, en politique environnementale. On a aussi du journalisme scientifique qui n'est pas illustré ici. Donc, on a vraiment toutes sortes d'expertises, mais tout le monde ensemble travaillons sur la problématique des perturbateurs endocriniens. Plus précisément, le SIAP est organisé en 4 grands thèmes, qui est présenté ici dans la structure chimique d'une hormone stéroïdienne, pour faire un clin d'œil à la base, la structure de l'estrogène, de la testostérone, par exemple. Donc, chaque cycle de la molécule représente un thème de recherche du SIAP. Donc, en numéro 1, notre premier thème, c'est détection, suivi, la modélisation et le traitement des perturbateurs endocriniens. Numéro 2, le thème se concentre sur les perturbations de l'axe reproducteur. Le thème numéro 3, les autres perturbations physiologiques. Et finalement, les stratégies et la mise en œuvre d'une réglementation environnementale. En plus d'Isabelle et moi, qui assumons la direction du regroupement, nous avons Myriam Castonguay qui assure la coordination du SIAP et qui est avec nous aujourd'hui. Nous la saluons. Et en plus, nous avons 4 responsables thématiques, chacun est expert dans leur domaine respectif. Donc, on a Jean-François Blais ici qui est responsable du thème 1, chercheur à l'INRS. Géraldine Delbez, responsable du thème 2, professeure-chercheuse à l'INRS. Cathy Vaillancourt, également professeure-chercheuse à l'INRS et responsable du thème 3. Et finalement, Tara Barton-McLaren, qui est responsable du thème 4 et qui, elle, est gestionnaire à Santé Canada. Alors, je vous présente rapidement chacun de nos thèmes. Le premier thème, le thème 1, comprend le développement des nouvelles méthodes d'extraction, de purification des perturbateurs endocriniens. On veut les quantifier en utilisant des nouvelles méthodes analytiques. On veut mesurer leurs effets nocifs par des méthodes cellulaires ou biochimiques. Nos membres y évaluent également les teneurs, les effets biologiques des perturbateurs endocriniens à grande échelle en utilisant des nouveaux outils comme la géomatique et la télédétection. Je vais repartir mon animation. En matière de traitement aussi, nos recherches portent notamment sur la mise au point de techniques physico-chimiques, électrochimiques, biologiques pour le traitement des eaux usées municipales, industrielles, le sol, tous les déchets que vous pouvez penser qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est notre thème numéro 1. Notre thème, l'objectif du thème numéro 2, c'est de déterminer les mécanismes de régulation qui sont sous-jacents à la reproduction et qui sont affectés évidemment par les perturbateurs endocriniens. Donc, on essaye de développer des modèles d'études pour nous permettre de mettre un lien entre les appareils reproducteurs et puis les hormones, puis essayer de comprendre quels sont les effets des perturbateurs endocriniens sur la reproduction. Donc, les expertises de nos membres couvrent à la fois les espèces aquatiques terrestres, on va des invertébrés jusqu'aux mammifères. Et puis, c'est ce qui m'amène à montrer aussi quelque chose d'important du SIAP, c'est que ce n'est pas une recherche en silo, on met ensemble la santé humaine et la santé environnementale et c'est quelque chose de très important, surtout dans la problématique des perturbateurs endocriniens, parce que les hormones, ils sont conservés d'une espèce à l'autre, donc l'estrogène, la testostérone qu'on connaît bien chez l'homme, chez la femme, sont les mêmes chez le poisson, la grenouille et la tortue. Donc, ça vaut la peine de mettre en commun toutes nos recherches pour pouvoir aller de l'avant sur la compréhension des perturbateurs endocriniens. L'objectif du thème 3, c'est de comprendre mieux les effets du système endocrinien sur la
la physiologie, la santé globale. On veut identifier les risques possibles des perturbateurs endocriniens pour la santé des communautés, mais on veut aussi avoir une attention particulière pour les personnes ou les animaux en situation de vulnérabilité. Donc, pour les humains, on parle des mères, les enfants. Pour les animaux, plus les embryons ou les larves qui sont en développement. Donc, c'est vraiment en utilisant une approche écosystémique, écotoxicologique, que nos membres examinent les différents effets des perturbateurs endocriniens sur les maladies chroniques, comme on a parlé en introduction, le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Finalement, notre dernier thème, le thème 4, tente d'explorer les conséquences juridiques, les politiques qui existent, puis aussi celles à venir à l'échelle internationale, qui pourraient nous inspirer, nous, pour le Québec, une éventuelle politique québécoise ou même une politique canadienne. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment de faire des recherches sur les stratégies. On veut mettre en commun toute la réglementation environnementale parce qu'on voudrait que ça comprenne le développement d'approches puis de cadres qui va améliorer la robustesse des méthodes qu'on utilise présentement pour la détection, l'évaluation des perturbateurs endocriniens. Et puis, on veut faire ça en collaborant, évidemment, de façon transversale avec les autres thèmes de recherche que nous avons, afin de tirer parti puis d'intégrer la science qui est émergente. Donc, je vous disais que le SIAP vient tout juste de voir le jour et déjà nous sommes en cours de rédaction avec nos membres, évidemment, d'une édition spéciale sur les perturbateurs endocriniens. Elle devrait être publiée, espérons, en 2022 dans la revue scientifique réputée Environmental Research. Nos membres sont en train de rédiger 14 revues de littérature sur les sujets suivants. Donc, présentement, quels sont les contaminants, les perturbateurs endocriniens? Quels sont-ils présentement? Quels sont les niveaux dans l'environnement? Quels sont les nouveaux outils de pointe pour les mesurer dans l'environnement? On peut utiliser, par exemple, des lignées cellulaires ultrasensibles. Donc, on fait toute la revue des meilleurs outils de détection. Comment on peut aussi les traiter, les éliminer des eaux, des déchets, des sols. Donc, on a une revue aussi qui est en rédaction sur ce sujet-là. Quels sont les effets des perturbateurs endocriniens sur la reproduction, sur les gonades. Gonades, on parle d'ovaires, de testicules. Quels sont les effets sur la prostate, sur la programmation fœtale, comme introduit juste un peu plus tôt aujourd'hui. Quels sont les effets d'une génération à l'autre, transgénérationnels qu'on les appelle. Quels sont les effets sur tout l'axe des hormones thyroïdiennes qui sont super importantes dans le métabolisme, dans le développement. Aussi, quels sont les autres effets? Parce que beaucoup des recherches sur les perturbateurs endocriniens sont faites sur l'estrogène, l'androgène, donc plus la reproduction, puis les hormones thyroïdiennes. Mais quels sont les autres axes? L'axe du stress, les autres axes hormonaux très importants. Donc, quels sont ces effets-là? Les effets sur le système nerveux central, comment est-ce qu'on peut utiliser des outils en épidémiologie humaine pour pouvoir comprendre mieux les perturbateurs endocriniens, quelles sont les politiques actuelles mondiales utilisées, les outils de réglementation utilisés à travers le monde. Donc, on fait toute une revue de la littérature et évidemment, pour la dernière revue, c'est de mettre en commun toute cette information-là pour pouvoir être capable de donner une vision pour l'avenir. Quelle est la prochaine décennie de recherche sur les perturbateurs endocriniens? Donc, c'est vraiment une initiative qui va mettre à jour les connaissances actuelles des perturbateurs endocriniens. Cette initiative-là va permettre à toute la communauté scientifique internationale, pas seulement le SIAP, mais vraiment au niveau, à l'échelle de la planète, d'avoir toute une mise à jour pour pouvoir identifier c'est quoi les prochaines directions de recherche, quelles sont nos prochaines priorités en termes de politique environnementale. Donc, maintenant, vous vous demandez, nous sommes ici invités par le risque, donc est-ce qu'il y a un lien entre les perturbateurs endocriniens et les inondations? Eh bien,
on verra. Si on fait une recherche rapide dans la littérature primaire, donc les articles scientifiques, eh bien, on constate rapidement que c'est un sujet d'actualité. Il y a plusieurs articles qui ont été récemment publiés et puis les auteurs dénotent qu'il y a beaucoup la présence de contaminants et de perturbateurs endocriniens dans les eaux d'inondation. Par exemple, l'article que je vous présente ici de Müller et son équipe qui a été publié il y a 2 ans. Ils ont montré que les inondations remobilisent les composés estrogéniques, dont les estrogènes et le nonylphénol, qui étaient trappés dans les sédiments dans une rivière. Ici, on donne une rivière, un exemple en Allemagne. Donc, lorsqu'il y avait des épisodes de forte pluie, il y a la possibilité pour ces contaminants-là d'être remis en solution dans l'eau, redevenant ainsi biodisponibles pour les espèces vivantes. Juste une petite note pour les gens qui connaissent moins le nonylphénol, eh bien, c'est un agent tensioactif qu'on utilise beaucoup dans les savons, les détergents, dans plusieurs produits commerciaux. C'est un perturbateur endocrinien qui est fort étudié et reconnu pour son activité estrogénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça mime l'estrogène une fois dans le corps des animaux. De façon similaire, une autre étude, Villava et son équipe, eux autres aussi récents, je suis 2017, ils ont suggéré récemment une série d'événements, étape par étape, qu'est-ce qui expliquerait en fait cette remise en suspension-là des contaminants là, lors d'un épisode d'inondation. Ici, l'étude portait sur les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui étaient remis en suspension lorsque les résidus des sables bitumineux, par exemple, étaient inondés. Les HAP y agissent comme des perturbateurs endocriniens pour les espèces aquatiques, entre autres. Voici un autre exemple intéressant. Et son équipe, eux autres, qui ont mesuré de hautes concentrations de contaminants, dont plusieurs perturbateurs endocriniens, lors des inondations printanières en Chine. Okay, sur la figure, ici, on peut voir entre autres la présence de composés estrogéniques et aussi le triclosane. Le triclosane, pour ceux qui le connaissent moins, c'est un antibactérien qui est très, très utilisé, surtout potentiellement présentement avec toute la pandémie de COVID, car on utilise beaucoup de solutions aseptiques. Donc, c'est possible qu'il y en a encore plus ces temps-ci dans l'environnement. Mais le triclosane est reconnu entre autres pour ses effets de perturbation du système des hormones thyroïdiennes. Bon, revenons à notre étude ici. Les données que les auteurs suggèrent, ça permet de voir que les contaminants sont trappés dans la neige, dans la glace, et puis lors de la fonte de celle-ci au printemps, bien, ça augmente l'apport des contaminants dans l'environnement. Et puis, en plus de causer les inondations printanières, bien, ces polluants-là peuvent après ça être étendus sur le territoire qui est inondé. Un autre exemple pourrait être les zones côtières qui sont les plus vulnérables au rejet direct, indirect de polluants organiques, dont les perturbateurs endocriniens, surtout lorsque la possibilité de diluer ou de disperser, de dispersion est limitée. Donc, ça se produit souvent dans des baies qui sont semi-fermées ou des lagunes. C'est le cas ici dans cet article-ci. C'est une lagune qu'on retrouve en Espagne, à la Mar Menor, et qui est seulement reliée à la mer Méditerranée. Donc, ce qui est intéressant de cette étude-là, c'est de remarquer que dans un épisode d'inondation, eh bien, les contaminants ne sont pas répartis de façon homogène. Donc, c'est un système vraiment complexe où il y a plusieurs sources de contaminants, dont des perturbateurs endocriniens. Il y a différents systèmes météorologiques, hydrodynamiques qui se passent en même temps. Donc, dans cette étude-là, ils ont montré, je vais prendre un exemple du DDE, qui est la métabolite du DDT, qui est un pesticide que je vais vous parler dans une minute. Donc, ces concentrations étaient très élevées, par exemple, au centre de leur zone d'étude et au sud, mais pas nécessairement partout. Fait que ça, c'est une autre problématique ou quelque chose d'important à comprendre qu'en période d'inondation, c'est pas une solution homogène. Donc, on peut avoir des hotspots, comme on dirait en anglais, dans des endroits spécifiques. Juste une petite tangente sur le DDT, c'est un pesticide, vous devez sûrement l'avoir déjà entendu, mais je vous rappelle, c'est un pesticide qu'on utilise en agriculture. On l'utilisait beaucoup dans les années 70. Ça a été banni, par exemple, dans plusieurs pays parce qu'évidemment,
c'était très dangereux à la santé de l'environnement. Et puis, mais malheureusement, c'est très persistant. C'est un contaminant historique qu'on appelle, mais qui peut être encore trappé dans les sédiments de lacs et de rivières qui anciennement utilisaient du DDT. Donc, c'est possible en période d'inondation que ce soit remis en solution. Mais il y a aussi d'autres pays qui l'utilisent encore en raison de son efficacité à contrer la propagation du paludisme. C'est une maladie, comme je vous le rappelle, là, qui tue plus d'1 million de personnes par année, surtout en Afrique. Donc, la problématique avec le DDT, c'est sa métabolite. Okay, le DDE, qui est un perturbateur endocrinien connu. Si je donne un exemple chez les humains, chez les filles, par exemple, qui ont été exposées au DDT quand elles étaient tout jeunes, eh bien, ça va concorder avec l'apparition des premières règles, des menstruations de 3 à 4 ans plus tôt que la normale. Également, chez les filles, s'ils sont exposés au DDT avant la puberté, mais ça va augmenter leur risque de développer le cancer du sein au cours de leur vie. Chez les garçons, c'est un peu différent. Il n'y a pas de résultats significatifs au niveau de la puberté. Par contre, ce qui arrive, c'est au niveau post-pubaire, on voit des corrélations avec une diminution de la qualité et de la quantité de leurs spermatozoïdes. Donc, une exposition au DDT a des effets au niveau du système endocrinien. Surtout ici, c'est des exemples sur la reproduction. Donc, effectivement, les inondations peuvent rendre la biodisponibilité des perturbateurs endocriniens qui étaient séquestrés dans les sédiments dans le sol, peuvent les remettre ils peuvent redevenir biodisponibles et puis augmentant ici tous les risques qui peuvent être associés à la santé. Alors, comment est-ce que le SIAP et le risque se complètent-ils? L'intérêt premier du risque est évidemment de déterminer la vulnérabilité, l'exposition, les impacts biologiques, psychosociaux, la réduction des vulnérabilités et la compréhension des risques qui sont associés aux inondations. Ces intérêts sont en lien avec les thèmes de recherche du SIAP, peut-être principalement le thème 1 qui porte sur la détection, le suivi, la modélisation, les traitements des perturbateurs endocriniens, mais aussi avec le thème 4 qui se concentre plus sur les stratégies de réglementation environnementale. On peut aussi également penser que l'augmentation des perturbateurs endocriniens dans l'eau par le rebrassage, par la remobilisation des sédiments pourrait affecter les différentes espèces animales qui sont présentes dans une région inondable, mais aussi potentiellement impacter la population humaine qui s'y trouve. Donc, c'est aussi en lien avec nos thèmes 2 et 3. Donc, en d'autres mots, il reste encore beaucoup de recherches à faire pour comprendre comment est-ce que les perturbateurs endocriniens sont présents lors des inondations au Québec et s'il y aurait des effets sur la santé humaine ou environnementale à court ou à long terme. En guise de conclusion, si vous avez d'autres interrogations sur les perturbateurs endocriniens, veuillez consulter notre site internet au www.siap-isda.ca. Vous allez y trouver de l'information variée, toute la liste de nos membres, les publications récentes de nos membres, un coin éducatif et beaucoup d'autres informations. Et j'aimerais terminer aujourd'hui en vous présentant une toute autre ou une toute nouvelle initiative. Il s'agit d'un livre de vulgarisation scientifique pour les jeunes sur les notions des perturbateurs endocriniens que nous avons écrit et que nous sommes en train de publier. Ce livre, ben, c'est ça, il vise à sensibiliser les jeunes, très jeunes, à la protection de l'environnement, aux effets des contaminants sur la santé environnementale et humaine. Nous avons déjà rédigé une première histoire qui, on espère, sera la première d'une série de plusieurs autres histoires pour enfants qui vont porter sur des thèmes tels que les hormones, la pollution environnementale, la santé, la biologie. Nous avons actuellement une campagne de sociofinancement en cours pour aider à défrayer les frais de notre premier livre pour enfants sur les perturbateurs endocriniens. Il vous suffit de cliquer là, sur notre site Internet, d'aller... Oups, on a un petit problème d'animation ici. On va y faire une petite pause là, pour ne pas nous donner mal au cœur. Donc, c'est ça, vous allez sur notre site Internet, vous pouvez donner... vous allez recevoir un reçu d'impôt pour tout don d'une valeur de 20 $ et plus.
bientôt le temps des impôts, donc peut-être c'est un bon moment de le faire. Mais sachez que tous les dons qu'on ramasse, c'est vraiment pour permettre de donner le livre gratuitement aux écoles primaires. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris quelque chose. J'espère vous avoir intéressé à la problématique des perturbateurs endocriniens. Et il va faire plaisir à Isabelle et moi de répondre à vos questions. Merci. Bonjour, merci beaucoup Valérie, c'était superbe, c'est très impressionnant le SIAP. J'espère effectivement que le risque et le SIAP peuvent trouver peut-être même des projets ensemble. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de le financement du SIAP? D'où vient le financement? Est-ce qu'il y aura du financement pour des projets de recherche ou pour des étudiants? Comment ça marche ça? Je suis gelée. Oui. Veux-tu que je réponde, Valérie, pendant que tu dégèles? Oui, vous m'entendez? OK, oui, je suis gelée. J'ai essayé de me dégeler. Donc, en fait, comme Valérie le disait, on a eu un premier financement via un concours interne à l'INRS. Donc, on a eu quand même un montant d'environ 100 000 par année pour 3 ans. Donc, qui nous a permis de développer un peu justement les premières initiatives, de mettre le regroupement sur place et tout ça. Évidemment, bien, on essaie d'aller chercher de l'argent ailleurs, c'est-à-dire que, bon, on a comme à peu près toutes les grands regroupements, on essaie de cibler, par exemple, le FRQ, on essaie de cibler des projets comme Foncé, Create, des choses comme ça là, qui vont nous aider à perpétuer notre financement. Puis oui, effectivement, c'est un des buts de rechercher, c'est d'aller fournir justement du financement au niveau de bourses pour nos étudiants, d'aller chercher ce qu'on appelle des seed grants, là, des projets qui vont permettre des collaborations entre nos membres et qui vont peut-être aller servir de levier pour aller chercher des plus grandes subventions par la suite. Si on réussit à avoir beaucoup de sous, bien évidemment, on pense à des subventions qui pourraient être plus grandes. On essaie aussi, une des choses qu'on veut essayer de faire, c'est d'offrir nos services. Bon, justement, si on parle de l'axe 1 au niveau de la détection et de la remédiation des perturbateurs endocriniens dans les eaux, par exemple, c'est peut-être d'aller faire des partenariats avec les entreprises et certains de ou les municipalités plutôt, et chercher certains de nos chercheurs là, pour voir s'il n'y aurait pas des projets à faire à ce niveau-là. Donc, c'est un peu toutes ces initiatives-là qu'on a présentement. Et oui, effectivement, l'idée, c'est d'aller fournir des services à nos membres, puis aller chercher aussi des projets de recherche. Pour l'instant, un des services qu'on offre à nos membres, c'est via Myriam, entre autres, qui peut faire, bon, vous avez vu pendant la présentation de Valérie, les différentes petites animations qui ont été faites. C'est un des services qu'on offre à nos membres présentement là, pour les aider à faire leur présentation. Donc, on est encore dans les balbutiements, mais l'idée, c'est d'aller chercher justement ces sous-là là, pour promouvoir la recherche là, et soutenir nos étudiants dans leurs travaux. Okay. Et d'après vous, est-ce que l'état de la recherche sur les PE, est-ce que c'est tellement flagrant, les résultats de la recherche, que ça a des implications vraiment horrifiques sur le développement des êtres humains, surtout au niveau des organes sexuels, etc. Est-ce qu'il reste des trous dans les connaissances? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore savoir? Oui, il en reste beaucoup, en fait, parce qu'il y a différentes choses. C'est que tout d'abord, il y a énormément de molécules qui sont mises à chaque année sur le marché. Puis bon, souvent, la science fonctionne un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que les industries se mettent à utiliser ou mettre sur le marché des produits. Puis ensuite, la législation se fait un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que c'est aux académiques ensuite à démontrer les effets. Donc, il y a énormément de molécules sur le marché présentement dont on connaît à peu près rien. Donc, tous à ce niveau-là. Puis, un autre des grosses choses, je vous dirais aussi, c'est que il y a beaucoup d'études qui se font sur des espèces, entre autres, comme Valérie fait, sur les poissons, les grenouilles, les amphibiens et tout ça. Au niveau de l'humain, les liens sont beaucoup plus difficiles à faire. Donc, quand on travaille, comme par exemple, moi, je travaille avec des modèles mammifères
dans le but d'extrapoler chez l'humain. C'est très, très difficile de prouver des effets de perturbations endocriniennes ou des effets quelconques chez l'humain parce que, bon, l'humain est exposé tellement à un cocktail de molécules que d'isoler les effets d'une seule molécule sur la reproduction et tout ça est très difficile à faire tant au niveau épidémiologique qu'au niveau direct. Évidemment, je ne peux pas faire comme Valérie fait, c'est-à-dire prendre un groupe d'humains, les exposer à un polluant, puis prendre un groupe, puis pas les exposer et voir si le produit est cancérigène. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire éthiquement. Donc, on se base sur ce qui est fait justement dans les modèles animaux ou dans les modèles, de culture cellulaire pour extrapoler les effets. Donc, oui, il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui, on a de plus en plus d'évidence que les perturbateurs endocriniens ont des effets importants. Mais bon, il reste encore beaucoup de travail à faire. Donc, je pense que notre centre est tout à fait pertinent à ce niveau-là. Okay. Alors, pour les participants, vous pouvez poser une question soit dans le chat ou en vous levant la main. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais poser une question qui est reliée aux questions de Véronique Chenot. Alors, moi, j'étudie les femmes enceintes, les femmes qui sont enceintes pendant les désastres naturels. Donc, avec le projet Verda, par exemple, on suit des enfants qui étaient dans le ventre de leur maman pendant la grande crise de Verda en 1998. Et on a vu une certaine masculinisation, surtout une masculinisation des filles et un petit féminisation des garçons. Alors, on a poursuivi cette idée. En 2017, il y avait les grandes inondations à Houston, au Texas, suite à l'ouragan Harvey. Alors, je travaillais avec quelqu'un à Delaware qui avait l'idée de... Donc, elle savait comment... Je vais peut-être essayer de faire ça en anglais, excusez-moi. We wanted to study the effects of the mother's stress on the unborn children, but my colleague was looking at all of the various pollutants or sources of pollution in the Houston area and how the flooding would flow those pollutants into certain areas. So just knowing the fluid dynamics of where the water would go and where it would take the toxicants. We didn't get the funding, so we haven't done it. But what would you expect? What would you expect from people who would have been downstream, for example, from some of these polluted sites? This is actually a really, really interesting question and subject. Donc oui, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Puis effectivement, c'est le genre d'études que, en fait, c'est un jour, on fait des partenariats RISUC-SIAP. C'est vraiment quelque chose qui serait intéressant de voir. Effectivement, justement, quand on faisait avec Valérie la recherche pour la présentation d'aujourd'hui, on a croisé certaines recherches qui ont été faites à Houston. Puis, quand on regarde un peu les effets des perturbateurs endocriniens, bon, effectivement, le système reproducteur est souvent ce qu'on étudie le plus, mais il y a énormément d'effets aussi qui sont dus, bon, Valérie parlait tout à l'heure au niveau de l'obésité, au niveau des maladies métaboliques et tout ça. Et il y a aussi des liens qui se sont faits avec le stress. Donc, c'est très difficile de dire il va y avoir effectivement des effets dus à cette pollution-là, mais je pense que c'est les femmes qui étaient justement enceintes dans ces événements-là, oui, ont probablement une augmentation de leur exposition au niveau de différents perturbateurs endocriniens qui ont été relâchés par les sédiments, qui ont été balayés par la tempête et tout ça. Il y a probablement du stress aussi qui est venu se mélanger à tout ça. Et je pense que tout ça est interrelié en tout cas, c'est tous des phénomènes qui sont interreliés. Et je pense qu'effectivement,
il y a des bonnes chances qu'on ait des effets qui pourraient être exacerbés. Et c'est une étude qui serait hyper intéressante à faire, de voir si on peut. Ça va être difficile d'isoler cette variable-là parce que, bon, il y a beaucoup de variables qui vont être confondantes dans ce type d'études-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant et qui a probablement un effet aussi au niveau des femmes enceintes. Je sais, ben, vous connaissez probablement Cathy Vaillancourt qui est avec nous, qui travaille aussi sur ces études-là. Puis je sais qu'elle, justement, regarde au niveau de la mélatonine, regarde au niveau de différentes hormones reliées à la grossesse. Puis il voit effectivement des effets aussi au niveau de ces hormones-là suite à des stress chez les femmes, bon, justement, dans le cadre d'inondations et de verglas et des choses comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de liens qui sont à faire là, avec Cathy Vaillancourt, on collabore depuis plus que 20 ans. Et dans une de nos études sur les femmes enceintes en Australie, c'était, encore une fois, c'était lors des inondations à Queensland en 2011. On a pris avec Cathy des échantillons de placenta. Oui. Alors, on n'a pas du tout pensé au PE, je pense, mais je me demande jusqu'à quel point les échantillons de placenta congelés depuis longtemps déjà, est-ce qu'il y aurait moyen de voir les effets, ou les PE ou les effets des PE dans le placenta? Ben, c'est pas ma spécialité, mais une des grandes caractéristiques de beaucoup de perturbateurs endocriniens, c'est d'être persistant. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on peut encore les mesurer dans ces échantillons-là. Oui, oui. Alors, vous avez aussi mentionné que la plupart des effets des PE, c'est la féminisation. Vous avez parlé des grenouilles. Est-ce qu'on peut voir aussi des effets masculinisation? Est-ce que ça arrive? Ou c'est surtout féminisation? Valérie, est-ce que tu es de retour avec nous? C'est probablement plus. Vous m'entendez? En tout cas, oui, je sais qu'on ne me voit pas, là, fait que je n'ose pas partir pour revenir. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas la première fois, hein, quand je fais une présentation, après ça, je suis comme, en tout cas, un fantôme. Je suis là, je suis verte. Oui, absolument. Puis, tu sais, je pense que présentement, la littérature est biaisée sur les estrogènes parce que ben, ça a été comme ça qu'on l'a découvert, hein, que les gens ont fait beaucoup d'études là-dessus. Donc, c'est pas parce que le reste qu'il n'y en a pas que ça n'existe pas. Hein. C'est juste qu'il y a moins de chercheurs ou le financement est plus dur à trouver. Hein, vous savez, c'est tout le temps un peu un servicieux. Pour l'autre côté, ceci dit, oui, il y a des contaminants comme une molécule qui est connu ici, il y a eu des études aussi au Québec, le TBT, hein, le tributyltine, c'est une espèce de pesticide qu'on met dans la peinture des bateaux, sur la coque des bateaux pour empêcher les mollusques de s'attacher. Hein? Fait qu'on appelle ça le TBT. Et puis ça, ben, ça a été c'est connu pour avoir masculinarisé là, les gastéropodes. Donc, c'était assez étrange parce que ça bloquait de mémoire l'aromatase qui fait l'estrogène. Donc, ça faisait un build-up de testostérone. Et puis là, les petites femelles gastéropodes, il y avait plein d'œufs, mais malheureusement, ils développaient des pénis. Fait que là, donc, il n'y avait plus d'oviduc pour pouvoir relâcher les œufs. Et un petit gastéropode plein d'œufs qui n'a pas de sortie, qu'est-ce qui se passe avec elle? Eh bien, elle implose. Ouais, c'est bien malheureux. Mais oui, donc, en tout cas, c'est un exemple un peu qu'on utilise souvent là, pour expliquer qu'il y a des cas de masculinarisation. Et ça, c'est quand on arrête ou on interfère avec l'enzyme de l'aromatase. Il y a une chose que je peux rapporter au sujet de notre projet Verglas. Donc, évidemment, je ne pense pas que la crise de verglas a dégagé des PE dans l'environnement. Je n'ai pas l'impression, peut-être que vous pouvez me corriger si je me trompe, mais nous avons trouvé, comparé à un groupe contrôle qui est né avant la crise de verglas, donc né en 1997, que les enfants du projet Verglas, à l'âge de 19 ans, les garçons avaient des
des testicules plus petits que le groupe contrôle. Et les femmes, les jeunes femmes, avaient plus de kystes, ovarian cysts. Donc, that sets them up for polycystic ovary. Et on a aussi une différence, même à l'âge de 5 ans, une différence entre le ratio des doigts. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais dans les êtres humains, en général, les hommes, l'annulaire, le doigt annulaire est plus long comparé à l'index, si on mesure complètement en bas jusqu'au bout. Et l'annulaire a plus de récepteurs androgènes que les autres doigts. Et chez les filles, les deux doigts sont plus égaux en longueur. Mais avec les enfants de verglas, les petites filles ont un ratio du deuxième au quatrième doigt qui est plus masculin que ceux des garçons. Et on a aussi des choses dans le cerveau qui semblent être plus une mascularisation des petites filles. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point le stress a peut-être un effet plutôt masculinizing, pendant que les PE ont plutôt, mais pas tout le temps, féminising. En tout cas. Moi, je ne travaille pas chez les humains, évidemment, là, comme vous avez compris. Moi, je suis plus chez les autres vertébrés. Et puis, mais on a une étude, justement, qu'on vient de publier, je pense, l'an passé, là, qui montrait justement que le stress, ben là, c'était causé par un changement de température, mais peu importe, ça masculinisait nos poissons d'intérêt là, dans notre étude. Donc, mais encore là, les poissons, ils n'ont pas les mêmes, pas tous les poissons ont le même système. Il y en a qui sont plus... Le même stress va les féminiser, le même stress chez une autre espèce va les masculiniser. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils varient un peu plus d'une espèce à l'autre. Nous, les humains, on est juste une espèce. Fait qu'on a peut-être un peu moins de variabilité. Et ceci dit, ça a été démontré chez d'autres espèces que oui, le stress peut lier, en tout cas peut aller vers la mascularisation, le mot que je ne suis pas capable de prononcer. Mais qui fait sourire. Alors, je vois qu'on a un auditoire plutôt timide. Véronique Junot, est-ce que tu as une autre question? Je vois la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour tout le monde. Merci Valérie pour la présentation très, très intéressante. Et merci à vous deux, madame, avec Mme Plante, de nous présenter le fruit de vos travaux. Ma question, peut-être, je la ramènerais d'une façon un peu plus générale, étant donné que le risque s'intéresse aux inondations de façon plus générale. J'aurais aimé vous entendre peut-être un peu plus par rapport justement dans le fond, de nous parler de certains liens, allez-y de façon libre, mais justement entre vos travaux par rapport aux perturbateurs endocriniens et est-ce que vous avez soit fait certaines études plus spécifiques par rapport aux inondations, que ce soit la distribution de contaminants, que ce soit l'atteinte de certains perturbateurs dans des zones qui n'étaient pas inondées auparavant, peu importe. Avez-vous quelque chose de particulier à nous dire par rapport à cette intersection-là, dans le fond? Merci, Véronique, pour ta question. Là, je vais juste dire quelque chose avant. Premièrement, c'est le fun de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais encore, sachez que nous, on a été invités par le risque pour pouvoir, pour une première fois, se parler. Donc, on n'a pas encore aucune étude en cours sur les questions d'inondation ici au Québec. Fait qu'on ne pourrait pas, moi ou Isabelle, là, te répondre tout ce qu'on te... On a soulevé des enjeux qui étaient enfin, surtout d'ordre international. Il n'y en avait pas beaucoup au Canada dans nos exemples, parce qu'on n'en a pas nécessairement trouvé récent. Ceci dit, peut-être que Mme King elle pourrait répondre à ta question, mais c'est sûr qu'une des raisons pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour ouvrir cette question de recherche qui peut unir nos deux regroupements stratégiques importants ici au Québec. Fait que Mme King, je ne sais pas si vous avez des réponses pour... Pas tout à fait. Mais surtout le fait qu'il faut qu'on termine, il est 1 heure. Alors, mais peut-être par courriel, on pourrait répondre à ça.
C'est Alors, bon, ben, j'étais juste curieuse ça répond à la question aussi, là, c'est correct. Merci. On va te répondre dans quelques années. C'est bon, on se reparlera prochainement. Comme Val l'a dit, c'était un peu l'idée d'essayer de voir si on ne peut pas développer ce genre de projet de recherche-là aussi. Là. Parfait. Alors, il y a plusieurs années, je me suis trouvée dans une conférence de toxicologie. Et the thing I remember the most was one of the presenters saying that I'm not afraid of very many things, but neuroendocrine disruptors scare me. Donc, Yeah. vraiment avoir peur de CPE. Alors, j'aimerais remercier Valérie et Isabelle d'une présentation vraiment exceptionnelle et intéressante. Et je remercie tous les participants d'être ici aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Merci pour votre invitation. Au plaisir. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions aussi. Ou à faire un don,